Pour prouver la réalité de la gravité, 2 élèves d'une école primaire lançaient chaque jour une brique d'un bâtiment. Ce comportement imprudent a entraîné la mort d'un jeune garçon qui a été frappé par la chute de la brique. Lorsqu'ils ont présenté ce raisonnement absurde devant le tribunal, le juge a statué qu'il n'était pas en faute. Selon la loi sud-coréenne sur les mineurs de moins de 14 ans ne peuvent pas être poursuivis pénalement. Par conséquent, à peine 3 minutes après le début du procès, ces 2 petits diables ont été acquittés. Ce qui est encore plus terrifiant, c'est qu'ils n'ont montré aucun remords. En quittant le palais de justice, ils ont même souri et ricané à l'égard de la mère de la victime. La loi sur la protection des mineurs, qui visait à l'origine à aider à réhabiliter les jeunes égarés, devenu un charme protecteur pour le mal dans ce cas. Le père du malheureux garçon réconforta sa femme en deuil. La loi est ce qu'elle est. Cher, vous savez que la clémence de la cour est destinée à protéger les enfants. Mais le pardon constant les conduira-t-il vraiment à se repentir et à changer? La possibilité est presque inexistante, car face à la dure réalité, l'idéalisme est si fragile qu'il se brise au moindre contact. 5 ans plus tard, ces 2 diables frappèrent à nouveau. Ils ont drogué une jeune femme, l'ont emmenée sur un chantier de construction désert. Il a appelé 4 complices et l'a violée collectivement. La tolérance manifestée à l'égard de leur crime, 5 ans auparavant, avait finalement semé les graines de la croissance du mal. Ce n'est que le lendemain matin que Sian Ae, nue et inconsciente, couvert d'ecchymose à la suite de l'agression, il a été découvert par un ouvrier du bâtiment. Heureusement, l'employé a appelé la police à temps, ce qui lui a sauvé la vie. Parce qu'elle avait été droguée, Sian Ae ne se souvenait que vaguement des événements de la nuit précédente, se rappelant seulement qu'environ 3 hommes l'avaient agressée. Mais avant même que la police n'ait pu commencer son enquête, Sian Ae a été victime d'un harcèlement en ligne incessant et d'une cyberintimidation ignoble. Ils ont insisté sur le fait que la victime était à blâmer, qu'il n'y avait pas de fumée sans feu. Cela a conduit Sian Ae, déjà profondément traumatisé, au bord du suicide. Heureusement, son père l'a retrouvé à temps et lui a sauvé la vie. Incapable de contenir sa rage, il affronta Ingin, celui qui avait attiré sa fille dehors. Non seulement le diable n'a présenté aucune excuse, il a affirmé effrontément qu'ils avaient reçu le consentement de Sian Ae avant d'avoir des relations sexuelles consensuelles. Ils avaient d'abord envisagé un emplacement aléatoire en bordure de route. Mais, craignant d'être découvert, il a choisi le chantier pour, selon ses propres termes, confirmer l'ordre des opérations. Ils ont même tiré au sort et ont attaqué à tour de rôle Sian Ae. Ingin se vanta auprès du père de la façon dont son Il a affirmé qu'il était trop ivre pour se produire et a exprimé son regret que Sian Ae, bien qu'il soit en état d'ébriété, il avait résisté farouchement. Le père a traité l'Ingin de fou, mais le garçon est resté suffisant. Cornu. Ne pouvant se retenir plus longtemps, le père frappa Ingin. Mais parce qu'il a agressé un mineur, il a été emprisonné. Ajoutant l'insulte à l'injure, les aveux enregistrés d'Ingin ont été rejetés comme étant obtenus sous la contrainte et jugés irrecevables par le tribunal. L'affaire a finalement été confiée à Yoon Siak, un juge du tribunal pour enfants. En voyant le nom et les informations personnelles d'Ingin, Yoon Siak a tremblé. Elle était complètement submergée par l'émotion. Ne pouvant plus se tenir debout, elle s'est évanouie. Il s'est avéré qu'elle était la mère qui avait perdu son fils 5 ans plus tôt. Après ce procès grotesque, Yoon Siak avait décidé de devenir juge au tribunal pour enfants, consacrant sa vie à juger ces diables déguisés en anges. Maintenant qu'elle avait enfin atteint son objectif, comment pouvait-elle facilement laisser impuni l'auteur de cette affaire vieille de 5 ans? Après avoir repris conscience, elle est immédiatement retournée au palais de justice. Selon le témoignage unilatéral d'Ingin, il ne faisait que suivre les ordres des 2 autres. Au départ, ils avaient seulement l'intention d'emmener Sian Ae boire un verre et n'avaient pas d'autres intentions. De plus, il a affirmé qu'il n'avait pas participé à l'assaut sur Sian Ae et a même essayé de l'arrêter, seulement pour être agressé verbalement et giflé par les 2 autres. Il aurait ensuite erré à l'extérieur du chantier, attendant qu'ils émergent. Le tribunal a par la suite annoncé que seul l'ADN des 2 autres hommes avait été trouvé sur Sian Ae. Ils ont également avoué volontiers leur crime. Comme ils avaient plus de 14 ans, ils feraient l'objet d'une enquête et de poursuites en vertu du code pénal des mineurs dans quelques jours. Mais Yoon Siak doutait de ce résultat. Elle avait l'intention d'enquêter discrètement sur la vérité. Mais son ex-mari de 5 ans plus tôt est soudainement apparu. Yoon Siak pensait qu'il aiderait, mais au lieu de cela, il l'a menacé de poursuites judiciaires, l'exhortant à éviter d'être impliqué dans l'affaire en raison de sa relation passée avec la victime de l'incident précédent. Yoon Siak lui demanda froidement : « De quel droit avez-vous le droit d'interférer avec mon travail ?
Que est-ce que cela a encore à voir avec vous? Son ex-mari a répondu. Parce que je suis son père, essayez-vous de vous venger. Que est-ce que cela va changer? À la fin, c'est vous qui serez blessé. Mais Yoon Siak restait résolu. Je m'en fous, il suffit de regarder. Un Jin recevra la punition la plus sévère. 3 jours plus tard, le procès a commencé. Yoon Siak n'a pas immédiatement appelé les suspects, mais a appelé un Jin à la place. En plus de réitérer son témoignage précédent. Un Jin affirmait maintenant qu'il avait été menacé par les garçons plus âgés pour les aider, bien qu'ils ne le veuillent pas. Son avocat a présenté des photos de blessures sur son corps comme preuve. L'argumentation de l'affaire découlait d'une dynamique de pouvoir inégale. Il a expliqué que l'un Jin connaissait Dong Jiyan et Jong Su en dehors de l'école. Et qu'ils avaient été forcés de leur acheter des cigarettes et de l'alcool pendant longtemps, endurant des coups chaque fois qu'ils désobéissaient. Mais Yoon Siak a vivement remarqué une contradiction dans les déclarations d'un Jin. S'il était si terrifié par les garçons plus âgés et qu'il leur obéissait toujours, pourquoi a-t-il osé intervenir la nuit de l'assaut? Eta hice un showdown sur South de Conscience? Un Jin fut stupéfait et réduit au silence. Yoon Siak insista davantage. Pourquoi as-tu osé leur désobéir seulement cette fois? Son avocat est intervenu pour le défendre, réitérant sa peur des menaces et des coups. Mais avant qu'elle ne puisse terminer, un Jin prit la parole lui-même. Il a sangloté, affirmant que cet acte était tout simplement inacceptable. Se demander comment d'autres êtres humains ont pu commettre un crime aussi odieux. N'importe qui d'autre aurait pu être trompé par sa façade apparemment innocente. Mais Yoon Siak connaissait le vrai visage éhonté de ce scélérat. Elle a donné à un Jin une dernière chance de dire la vérité, ou d'en subir de graves conséquences. Mais le garçon refusa obstinément d'avouer. N'ayant pas d'autre choix, Yoon Siak a appelé un témoin à la barre. L'officier de police en charge de l'enquête. Ils s'étaient rencontrés 3 jours auparavant, soupçonnant l'existence d'autres preuves au-delà de l'ADN de l'auteur. Yoon Siak s'était rendue sur la scène du crime tard dans la nuit. Elle a rencontré l'entrepreneur du chantier qui s'y garait tous les soirs, et a obtenu des images de la caméra de tableau de bord de sa voiture, capturant les événements de cette nuit-là. La vidéo montrait le groupe buvant ensemble et enivrant délibérément le Sian AE. Après que Sian AE se soit évanoui, le groupe a éclaté de rires vulgaires, se préparant à leur assaut. Les images de la caméra embarquée ont clairement enregistré la scène. La vérité est que tous les 3, y compris un Jin, l'ont agressé à tour de rôle. De plus, un Jin avait agi avec une intention malveillante, contrairement à son témoignage initial. Il a finalement été acculé, sans aucun moyen de nier son implication. Son avocat a tenté de faire valoir que la vidéo de la dashcam pouvait être fabriquée. Cependant, le policier a présenté des documents du service d'analyse vidéo du tribunal. Confirmer l'authenticité de la vidéo et l'absence de manipulation. À la suite de son faux témoignage, un Jin a été considéré comme complice. Et son affaire a été transférée au tribunal pénal pour mineurs pour une nouvelle enquête. L'enquête devait être terminée dans la semaine, suivie d'une audience de détermination de la peine. Cependant, avant l'audience, le juge Tae-joo s'est précipité avec des nouvelles alarmantes. Il avait découvert une nouvelle piste dans une autre affaire. Une autre personne, Do-yeon, avait participé au viol collectif. Yoon Siak était stupéfait jusqu'à l'incrédulité. Do-yeon était l'autre diable responsable de la mort de son fils. Les 2 diables avaient de nouveau frappé ensemble. Cette fois, elle allait régler les comptes des 5 dernières années avec intérêt. À ce moment-là, une femme a fait irruption et a giflé Yoon Siak au visage. Je vous avais prévenu, je savais que je te trouverais, vous ne pouvez pas vous cacher pour toujours. C'était l'ancienne belle-mère de Yoon Siak. Elle a vicieusement blâmé Yoon Siak pour la mort de son petit-fils, l'accusant de négliger son fils pour son travail et la qualifiant de destructrice de famille. Maudite pour porter malheur à son mari et à son enfant. Son fils était enfin prêt à se remarier, mais Yoon Siak était réapparu, s'accrochant à lui. Voyant la tirade déraisonnable de la femme s'intensifier, Yoon Siak se retourna et s'éloigna. Assise dans un coin, Yoon Siak écoutait les insultes qui résonnaient, son cœur se déchirant. Même après la mort tragique de son fils, elle n'a pas pu échapper au tourment. Sa maison était vide, dépourvue de vie. Une aiguille, bien que petite, peut transpercer le cœur avec une douleur atroce. Les mots, bien qu'intangibles, peuvent infliger de profondes blessures. Ces 5 années de souffrance découlaient d'une cause qui ressemblait maintenant à une plaisanterie cruelle. Et aux yeux de ces jeunes délinquants, toute l'affaire était en effet une blague. L'explosion de colère de la belle-mère au palais de justice a révélé l'affaire vieille de 5 ans. Et le juge Joon a appris la vérité. Par coïncidence, elle était la juge qui avait acquitté les 2 diables 5 ans auparavant. Elle a toujours maintenu que sa décision était correcte, affirmant que n'importe quel autre juge aurait statué de la même manière. Yoon Siak ne put s'empêcher de la défier.
À qui la loi est-elle censée servir? Est-il conçu pour protéger les victimes ou les auteurs? Si June avait imposé une punition appropriée et émis un avertissement sévère il y a 5 ans. Au lieu de conclure précipitamment le procès en 3 minutes, la tragédie d'aujourd'hui aurait pu être évitée. Ils n'ont rien appris de l'incident précédent, se croyant vraiment innocents. Voyant les failles de la loi, ils ont continué à nuire à d'autres innocents. June serra les punys. Elle savait que Yoon Seok avait raison, mais refusait d'admettre son erreur. Utiliser la relation de Yoon Seok avec la victime précédente comme excuse pour exiger sa non-implication dans l'affaire. Mais Yoon Seok n'abandonnerait jamais. Elle regardait Sian Han maintenant, voyant son propre fils d'il y a des années. Elle refusait absolument de laisser le jugement absurde du passé se répéter. Heureusement, le juge Tajou avait trouvé une nouvelle piste dans une autre affaire d'agression sexuelle. Il s'était trouvé qu'il avait recueilli des informations auprès de l'une des victimes de Doyen, une jeune fille qui était maintenant enceinte. Selon son témoignage, les Injins et les Doyens avaient formé une bande criminelle. Contrôler de nombreuses jeunes femmes vulnérables, mettre en scène des escroqueries élaborées et extorquer de l'argent dans des motels bon marché. Leur réputation s'était répandue. Ils ont fait chanter leurs clients en les accusant d'avoir agressé leur fille. Cette tactique a été incroyablement efficace. Après chaque incident, les membres du gang gagnaient beaucoup d'argent. Certaines jeunes femmes, aveuglées par la promesse d'argent facile, rejoignent volontiers la bande. Mais ils ont fini par se rendre compte qu'ils n'étaient que des outils pour le profit du gang. Non seulement ils n'ont pas reçu une part de l'argent, mais ils n'ont pas reçu une partie de l'argent. Mais leur vie était menacée s'ils tentaient d'échapper au contrôle du gang. Alors, ils nourrissaient du ressentiment mais n'osaient pas dire un mot. Cette fille avait réussi à s'échapper après l'arrestation d'Injin. Après avoir saisi la situation, Yoon Seok a agi rapidement. Elle a recherché sans relâche les filles contrôlées par le gang criminel. Elle a découvert des preuves encore plus horribles de leurs crimes. Il s'est avéré que de nombreuses filles qui avaient tenté de s'échapper dans le passé ont été attrapées et brutalement violées par ces monstres. De plus, tout le processus a été filmé. Ils ont non seulement utilisé ces vidéos pour contraindre les filles à se prostituer, mais ils les ont également vendues illégalement en ligne. Ils étaient totalement dépourvus d'humanité, il ne leur restait pas une once de décence. D'après les récits des filles, Yoon Seok a rapidement appris l'emplacement de la cachette de Doyen. Sous le couvert de l'obscurité, elle s'est faufilée, avec l'intention de saisir toutes les preuves incriminantes stockées sur son ordinateur. Mais à ce moment-là, une silhouette apparut soudain derrière elle. Il lui demanda brusquement qui elle était, si elle était flic, puis sourit. Yoon Seok réalisa qu'il était Doyen. Son sourire disparut, remplacé par une malédiction surprise alors qu'il se jetait sur elle. Yoon Seok demanda furieusement s'il savait combien valait le contenu de l'ordinateur. Il a répondu par une gifle, ne montrant aucun remords pour avoir frappé une femme assez âgée pour être sa mère. Yoon Seok se leva lentement, l'interrogeant. « Si on vous avait donné une seconde chance, n'auriez-vous pas dû vivre une vie décente? Au moins l'un d'entre vous deux aurait dû vivre comme un être humain. » Yoon Seok ne comprenait pas comment il pouvait vivre une vie aussi méprisable. Mais malgré le désespoir de Yoon Seok, Doyen ricana, l'attrapa par la gorge et cracha. « À qui prêchez-vous » Il a ensuite sorti un couteau, l'a retourné et l'a pressé contre son épaule sans hésitation. Il tourna le couteau en demandant « Qui était-ce-vous vraiment ?» Juste au moment où il était sur le point de la poignarder à nouveau, Yoon Seok attrapa une brique à proximité et la brisa contre sa tête. Yoon Seok leva les yeux vers l'étagère à chaussures et repéra l'autre chaussure manquante de Sion A sur la scène d'agression. Doyen était vraiment complice du viol collectif. Le mur était couvert de chaussures exposées comme des trophées. Sans aucun doute, chaque chaussure représentait une autre victime malheureuse. À ce moment-là, Doyen s'approcha, confirmant sa présence sur les lieux. Il ricana, se moquant de Yoon Seok. « Maintenant que tu connais la vérité, qu'allez-vous faire ?» Il se jeta à nouveau sur elle, le meurtre étincelant dans ses yeux. Juste à ce moment-là, les sirènes de la police ont hurlé à l'extérieur. Yoon Seok avait contacté les détectives en charge de l'affaire. Doyen ne put que s'enfuir, mais il fut rapidement appréhendé par la police. Toutes les preuves ont été saisies. Refusant de se faire soigner, Yoon Seok, couverte de sang, s'est traînée jusqu'au palais de justice. Elle utiliserait son propre corps brisé pour changer le verdict du juge Juni. Elle a raconté leurs crimes au juge, détaillant comment ils avaient agressé leurs victimes et les avaient exploitées à des fins lucratives. Voyant Yoon Seok s'effondrer de douleur, le juge Juni l'a exhorté à partir et à se rendre à l'hôpital avant d'appeler une ambulance. Mais Yoon Seok, supportant l'agonie, supplia. Monsieur le juge, même le sévère juge Juni fut ému par cette démonstration. Une semaine plus tard, le tribunal s'est réuni à nouveau. L'avocate astucieuse a poursuivi sa défense effrontée de l'Injin.
Elle déclara que puisque l'ADN d'Ingin n'avait pas été trouvé dans le corps de Siané, sa culpabilité ne pouvait pas être prouvée. Elle a ensuite présenté un faux certificat de bonne conduite, affirmant qu'Ingin était un étudiant diligent et serviable. Il avait simplement été menacé et n'avait donc pas fourni de compte-rendu détaillé à la police. L'avocat a également produit des photos des blessures précédentes d'Ingin comme preuve supplémentaire. La défense de Doyen était similaire. Les deux accusés ont rapidement rejeté la faute sur leurs deux jeunes complices. De toute évidence, l'avocat avait méticuleusement étudié les affaires précédentes du juge. Sur la base de l'historique des verdicts rapides du juge Jouni, il semblait probable que cette affaire aboutirait également à un acquittement. Mais Jouni se souvint des paroles de Yoon Seok. Elle a diffusé un enregistrement des aveux des deux complices. Tajo avait réussi à les persuader de trahir leurs homologues plus âgés. Si toutes les preuves existantes étaient utilisées, Jong-su et Dong Jae-yong seraient probablement considérés comme les principaux coupables, risquant des peines de plus de 10 ans. Cependant, s'ils avouaient sincèrement, leur coopération pourrait conduire à des peines réduites. En entendant cela, Jong-su et Dong Jae-yong ont tout avoué. Dong Jae-yong affirma que Doyen avait tout orchestré. Jong-su a ajouté que Doyen les battrait s'ils désobéissaient, mentionnant que Dong Jae-yong avait également été abusé par Doyen. L'expression de Doyen s'assombrit dans la salle d'audience. Ingin a également commencé à montrer de la colère. Sentant un problème, leur avocat s'y est rapidement opposé, affirmant qu'il ne s'agissait que d'aveux unilatéraux sans preuve corroborante directe. Mais ils n'avaient pas anticipé la prévoyance des jeunes complices. Après chaque incident, ils avaient secrètement copié des données sur une clé USB. Le juge Jouni a présenté ses preuves incriminantes au tribunal, réduisant au silence Doyen et Ingin. Doyen regarda les photos, se rappelant comment ils avaient agressé leurs victimes, prenant même des photos par la suite comme trophée. Les familles des victimes ont pleuré d'angoisse en voyant cela. Pourtant, même maintenant, Doyen restait impénitent. Ingin, sentant une catastrophe imminente, s'est complètement effondré. Il a déclaré au tribunal que toutes ses actions étaient sous la direction de Doyen. Doyen a immédiatement nié. Ils ont éclaté en un match de cris, recourant à la violence, ne laissant aucune chance au juge d'intervenir. Ils ont échangé des accusations, chacun exposant les crimes de l'autre. À ce stade, le travail de la cour était pratiquement terminé. Ingin et Doyen s'étaient incriminés eux-mêmes. Le juge Jouni ne s'adressa pas à eux davantage. Elle voulait que Siané, en écoutant les débats de l'extérieur, conclue ce procès. Siané n'avait pas voulu témoigner, se sentant trop honteuse pour faire face à qui que ce soit, envisageant même le suicide. Cependant, Yoon Seok l'avait persuadée. Elle lui a dit que ceux qui devraient avoir honte étaient les criminels, y compris les Ingin et les Doyen, et les trolls en ligne qui se moquaient d'elle. Ce sont eux qui méritent de mourir, avait-elle dit. Si les victimes détruisent leur propre vie, cela ne fait qu'enhardir ces monstres. Ce n'est qu'en les affrontant devant un tribunal que Siané peut garder la tête haute et vivre à nouveau avec confiance. Et donc, Siané a courageusement pris la parole lors du procès. Tremblante, elle dit « S'il vous plaît, rendez-moi ma vie ». Ces mots semblaient lui prendre tout le courage qu'elle possédait. Lorsqu'elle a terminé, des larmes ont coulé de manière incontrôlable. Ses sanglots ont atteint la salle d'audience, remplissant tout le monde d'angoisse. Tout le monde sauf les deux auteurs. Finalement, In-joon et Doyen ont été condamnés à 20 ans de prison. Malgré les rebondissements de l'affaire, justice a été rendue. Mais les cicatrices qu'ils ont infligées ne disparaîtront jamais. Les victimes porteraient leur douleur toute leur vie. Yoon Seok, par exemple, avait vécu comme une coquille d'une personne pendant des années. Bien que l'assassin de son fils ait été puni, le chagrin enfoui au plus profond d'elle éclatait maintenant. En regardant les affaires de son fils, elle sanglotait d'agonie, son cœur se brisant en morceaux. Après un dernier regard sur sa photo, Yoon Seok a emporté ses affaires à un mémorial et les a brûlées. Une dernière offrande à son fil au ciel. Sa vie devait continuer. Après cela, Yoon Seok n'avait plus d'affaires inachevées. Elle s'est consacrée aux affaires pénales juvéniles. Le lendemain, Yoon Seok a reçu un cas choquant de démembrement qui s'est emparé de la nation. Un garçon de 13 ans avait attiré un enfant de 8 ans chez lui, l'avait brutalement agressé et démembré. Puis j'ai jeté le corps sur le toit au milieu de la nuit. Curieusement, après le crime, il s'est rendu au commissariat et a avoué le meurtre. Les policiers étaient stupéfaits. Il a ensuite sorti une hache tachée de sang, affirmant qu'il avait agi seul. Suite à sa description, la police a rapidement trouvé les restes de la victime sur le toit et l'a immédiatement arrêté. L'adolescent, Shine-woo, vivait dans le même immeuble que la victime de 8 ans. Ils ne s'étaient jamais rencontrés et n'avaient aucune animosité préalable, ce qui constitue un cas évident d'intention malveillante. L'affaire s'est rapidement répandue,
attirant l'attention du public. Parce que Chai Nu avait moins de 14 ans, en vertu des lois sud-coréennes sur la protection des mineurs. Il serait exonéré de toute responsabilité pénale et risquerait au plus 2 ans dans un centre de détention pour mineurs. Cela a suscité l'indignation de l'opinion publique et des demandes d'abolition de la loi. Exiger une punition pour l'auteur, une vie pour une vie. Tard dans la nuit, Yoon Seok a examiné le dossier de Chai Nu. Il avait abandonné le collège, avait un casier judiciaire de multiples agressions, vivait dans une famille monoparentale et souffrait d'un trouble bipolaire sévère. Nécessite des médicaments pour rester stable. Cela pourrait facilement devenir son excuse. Comme Yoon Seok le soupçonnait, Chai Nu a prétendu une rechute soudaine, déclarant qu'il était dans un état confus lorsque le garçon est venu emprunter son téléphone. Chai Nu, luttant pour rester lucide, ramena le garçon chez lui. Mais, attiré par les jouets à l'intérieur, le garçon s'attarda, insistant pour qu'il joue avec lui. Agacé, le tibia finit par craquer. Il a attrapé le garçon et lui a dit de jouer à cache-cache. « Si je ne t'ai pas trouvé, tu dois rester caché. Si tu sors ou si je te trouve, je te tuerai. » Terrifié, le garçon s'est caché sous le lit. Mais Chai Nu l'a trouvé. Après un éclat de rire, il a commis ce crime horrible. Il a ensuite raconté les événements au tribunal avec une délectation troublante, suscitant dégoût et haine. Conscient de son âge et de son immunité de responsabilité pénale. Il était provocateur et arrogant. Son absence de peur ou de remords a rendu furieux tous les participants. Quand la récréation arriva, la mère de Chai Nu entra à l'intérieur. Elle n'était pas là pour s'excuser, cependant. Au lieu de cela, elle a immédiatement invoqué les lois sur la protection des mineurs, exigeant la clémence du tribunal. Une mère stupide élève vraiment un enfant gâté. Furieux, Yoon Seok s'est levé et a exigé qu'elle s'excuse auprès de la famille de la victime. Avant de discuter de quoi que ce soit d'autre. Peu de temps après, la mère de la victime est arrivée au palais de justice. Voyant son chagrin déchirant, Yoon Seok a été ému aux larmes. La mère n'avait pas d'autre demande que celle que l'agresseur reçoive une punition appropriée. Sachant que la cour ne pouvait pas accepter de cadeaux, elle a préparé certains des plats préférés de son fils pour Yoon Seok. Ce soir-là, Yoon Seok mangea le repas pensivement. Le poids de sa responsabilité lui semblait plus lourd que jamais. Elle est restée éveillée toute la nuit à examiner les dossiers. Le lendemain, Chai Nu a comparu à nouveau devant le tribunal. Il s'impatientait de plus en plus avec les questions du juge, apparemment désireux d'échapper rapidement à la punition. Il présente alors un dossier médical, feignant une aggravation de son trouble bipolaire. Avec un diagnostic de maladie mentale et ayant moins de 14 ans, Chai Nu était confiant dans la victoire. Mais en voyant cela, Yoon Seok s'est moqué, a regardé directement dans les yeux de Chai Nu et a dit « Vous n'êtes pas le meurtrier, n'est-ce pas ?» La nuit précédente, en examinant les documents, elle avait remarqué une incohérence. Le trouble bipolaire présente généralement des symptômes tels que des hallucinations auditives et visuelles. Il est peu probable qu'une personne atteinte de cette maladie puisse mener seule des actions aussi complexes. Sans parler de maintenir la concentration requise. Il est encore plus improbable qu'il puisse gérer les tâches nécessaires après le meurtre. Par exemple, en nettoyant soigneusement la scène de crime et en éliminant les preuves de manière experte. Des tâches avec lesquelles même certains adultes auraient du mal. Pourtant, il n'a pas seulement démembré et nettoyé la scène, mais il s'est également débarrassé du corps. Cela suggère l'implication d'une tierce partie sur les lieux, le véritable auteur. L'arrogance de Chai Nu, bien qu'il ait moins de 14 ans, suggérait une collusion préalable et des aveux délibérés. Ce n'était pas une simple spéculation. Yoon Seok avait visionné les images de la caméra de l'ascenseur où l'incident s'est produit, et a trouvé des traces d'une tierce personne, une étudiante nommée Yi-Yoon. En entendant cela, Chai Nu perdit son sang-froid en criant. Ce n'était pas elle, elle n'a rien à voir avec cela. Mais son emportement n'a fait que confirmer les soupçons de Yoon Seok. Le tribunal a obtenu leurs journaux d'appel comme preuve, révélant des contacts fréquents entre Chai Nu et Yi-Yoon avant l'incident. Chai Nu a essayé de voler la photo, bien qu'il n'ait rien avoué. La vérité, cependant, avait été révélée. Chai Nu a été placé en détention. Ensuite, Yoon Seok a demandé à Taeju de récupérer les images de sécurité du poste de police. Ils ont découvert que lorsque Chai Nu avouait, il continuait à regarder dans une direction spécifique. Debout en face de la police, à ce moment-là se trouvait Yi-Yoon. Pour l'appréhender, Taeju a d'abord rencontré ses anciens camarades de classe. En apprenant, elle fréquentait un cybercafé ouvert toute la nuit tous les soirs. Informé de cela, Yoon Seok décida d'agir cette nuit-là. De manière inattendue, la mère de Chai Nu les intercepta. Elle semblait désemparée, exigeant que Yoon Seok libère son fils. Mais même les gens pitoyables peuvent être exaspérants. Si des plaidoyers ou des menaces pouvaient absoudre les criminels,
le travail de Yoon Seok n'aurait aucun sens. Ne voulant pas élaborer, elle a démarré sa voiture de manière décisive et est partie. Bientôt, Yoon Seok est arrivé au cybercafé, a localisé Yi-Yoon et s'est identifié. Yi-Yoon s'est levée et a coopéré, apparemment docile. Mais à l'arrivée d'un virage, elle s'est soudainement libérée et a couru de toutes ses forces. Cependant, fuir maintenant était futile. Après une poursuite effrénée, Yi-Yoon a été coincée dans une ruelle étroite. Yoon Seok la regarda avec un visage impassible et des yeux froids. Son regard exprimait une désapprobation intense qui aurait glacé n'importe quel délinquant juvénile. Yi-Yoon avait abandonné l'école en 10e année. Ses parents occupés, ne voulant pas perdre de temps, ont engagé un avocat coûteux pour la défendre. Cela a mis en évidence un thème commun. Derrière un mineur rebelle se cache souvent une paire de parents irresponsables. Face à l'interrogation acerbe de Yoon Seok, Yi-Yoon gardait une façade d'innocence, refusant de parler. Son avocat lui avait demandé d'invoquer son droit de garder le silence. Même lorsqu'on lui a présenté ses journaux de discussion, elle est restée muette, n'ayant plus d'autre option. Yoon Seok a montré la vidéo de surveillance du jour de l'incident, demandant pourquoi Yi-Yoon était présent près de la scène de crime. Yi-Yoon hésita, serrant les mains et dardant ses yeux. Elle a lentement répondu qu'elle avait simplement partagé l'ascenseur avec Shin-woo. Feindre la naïveté en demandant « Est-ce un crime ?» Bien que Yi-Yoon n'ait pas voulu avouer, sa présence sur les lieux était indéniable. Yoon Seok, citant Yi-Yoon comme principal suspect, a demandé son arrestation. L'avocat de Yi-Yoon, cependant, a rapidement répliqué. Le lendemain, elle engage des individus pour manipuler l'opinion publique, dénigrer le tribunal et rendre publique la détention forcée d'un mineur par Yoon Seok. Ils ont accusé Yoon Seok de graves violations de procédure et a critiqué sa vision prétendument biaisée et négative des délinquants juvéniles, affirmant qu'elle était inapte à être juge devant un tribunal pour mineurs. En entendant cela, le juge en chef du tribunal pour enfants était furieux. Mais Yoon Seok est restée imperturbable. Elle a rétorqué. À tout le moins, le tribunal doit découvrir la vérité. N'est-ce pas notre devoir en tant qu'application de la loi? Que se passe-t-il si, après le procès, le mineur délinquant ne comprend pas la loi et son importance? Que sommes-nous, en tant qu'organisme d'application de la loi, censés faire alors? Si le délinquant juvénile s'aggrave encore à l'âge adulte, blessant plus de personnes, qui portera la responsabilité? Yoon Seok a insisté pour montrer à ces jeunes délinquants les conséquences de leurs actes. Les éduquer sur le fait que blesser les autres a un prix élevé. Si les parents se souciaient de leurs enfants et voulaient les protéger. Ensuite, les familles devaient coopérer avec le tribunal. Yoon Seok a affirmé que c'était précisément la raison pour laquelle elle était là. Elle a défié le juge en chef en demandant « Que ai-je fait de mal en tant que juge? Quel crime flagrant ai-je commis ?» Le juge en chef a été réduit au silence par les questions justes et pointues de Yoon Seok. Il savait que ses paroles étaient vraies. Mais il a privilégié la réputation de la Cour et l'image du ministère de la Justice plutôt que de l'admettre publiquement. La justice, cependant, réside en chaque individu. La réputation ne se construit pas uniquement sur la rhétorique en ligne, mais sur la base de procès et de jugements équitables et transparents. Yoon Seok a déclaré qu'elle ne pardonnerait jamais facilement à un délinquant juvénile. Yoon Seok demanda alors à Taju de rendre visite à la mère de Sang-woo, l'informer de la présence d'une troisième personne sur la scène de crime. Si elle pouvait persuader son fils d'avouer, il bénéficierait certainement de la clémence. En voyant une photo, la mère de Sang-woo a immédiatement reconnu Yoon. Bien que sceptique, elle a accepté pour le bien de son fils. La date du procès n'a pas tardé à arriver. Comme prévu, l'arrogance de Sang-woo avait disparu. Debout devant le tribunal, il a témoigné qu'il avait agi sur les instructions de Yoon. Le jour de l'incident, Yoon avait amené le garçon chez lui. En fin de compte, c'est Yoon qui a commis le meurtre. Il n'avait fourni que l'emplacement. De plus, il a prétendu ne pas avoir été au courant de l'intention meurtrière de Yoon à l'avance. Horrify, Sang-woo s'exclama. Elle est folle, je sais pas quoi faire. Mais Yoon répliqua. Nous sommes tous les deux complices, nous pouvons encore vivre tous les deux. Yoon a été pris au dépourvu par la trahison de Sang-woo. Cependant, son avocat l'avait anticipé, s'en tenant à leur récit original. La défense a fait valoir que Yoon souffrait de troubles délirants graves. Son psychiatre a même témoigné, expliquant que ce trouble spécifique, aussi connu sous le nom de trouble délirant de persécution, pourrait conduire à des paroles et des actions incontrôlées. Même des incidents mineurs peuvent déclencher des épisodes. Il en résulte une rage et une violence incontrôlables envers les autres. Par conséquent, son mobile était difficile à déterminer. Si Yoon vivait un épisode délirant pendant le meurtre, elle ne pouvait pas être tenue responsable.
Cependant, une question cruciale demeurait. Le trouble délirant de Yoon et le trouble bipolaire de Sang-woo partageaient une caractéristique et une incapacité à effectuer les tâches complexes du démembrement et le nettoyage de la scène de crime. Alors, qu'il avait fait? À ce moment-là, Yoon a soudainement nommé Sang-woo, affirmant qu'il lui avait donné des instructions. Il s'était tenu à l'extérieur de la salle de bain, l'a guidé sur la façon de démembrer la victime et jeter les parties du corps dans des sacs à ordures. Elle avait ensuite grimpé sur le réservoir d'eau du toit pour se débarrasser des sacs. Tout cela sous la contrainte de Sang-woo, a-t-elle affirmé. Sang-woo éclata, criant que Yi-yoon avait agi seule. Elle lui avait assuré qu'elle ne serait pas filmée. Elle mentait, tout était de son fait. Il n'avait pas tort, il a insisté. Mais Yi-yoon continuait à sangloter, affirmant qu'il avait dirigé de l'extérieur de la salle de bain. Sang-woo répliqua qu'elle l'avait suggéré. Il avait voulu avouer, mais elle avait refusé de l'écouter. Par la suite, Yi-yoon a nié les accusations de Sang-woo. Sang-woo insista sur le fait qu'elle avait personnellement choisi les actes. Il a affirmé qu'après avoir tué le garçon, elle avait même dansé avec excitation. Yi-yoon a continué à réprimander Sang-woo, l'accusant de calomnie. Les deux ont continué à se blâmer l'un l'autre. Ni l'un ni l'autre ne voulant admettre leur faute. À ce moment-là, la mère de la victime a crié pour qu'ils se taisent tous les deux. Son visage était gravé de chagrin. Elle les supplia d'arrêter de parler. Qu'il s'agisse d'une mentalité de victime ou d'un trouble schizoaffectif, cela n'avait pas d'importance pour les parents de la victime. Tout ce qu'elle savait, c'est que son fils avait été attiré chez eux par des étrangers. Et finalement, il est mort dans la douleur et le désespoir sans sa mère à ses côtés. Rien que d'y penser, de nouvelles vagues d'agonie ont été ressenties. Elle a imploré l'ensemble de la cour, y compris le juge-président, pour s'assurer qu'un incident aussi déchirant ne se reproduise plus jamais, et de punir sévèrement les auteurs. La salle d'audience est devenue silencieuse. Le seul son est les cris d'agonie de la mère. Le juge qui présidait l'audience a prononcé une suspension des travaux. Après s'être entretenu avec ses collègues, il a décidé de suivre la recommandation de Yoon Seok, condamnant Yi-yoon à 20 ans de prison, alors que Sang-woo serait envoyé dans un centre de détention pour mineurs pendant 2 ans. En entendant le verdict, Yi-yoon a éclaté, exigeant un nouveau procès. Comment a-t-elle pu être emprisonnée pendant 20 ans? Elle entra dans une colère noire, s'en prenant à tout le monde et provoquant une agitation dans la cour. Sang-woo, d'autre part, baissa la tête. Son visage s'emplit de remords. Tout le monde savait que des enfants comme Yi-yoon étaient au-delà de la rédemption. Même après avoir purgé 20 ans, elle continuerait probablement à être une menace pour la société à sa libération. C'était un aspect malheureux de la loi. À tout le moins, la cour avait rempli son rôle, même si cela ne pouvait pas changer la nature des délinquants juvéniles. Cependant, la loi ne devrait pas porter tout le blâme. Si les parents élevaient correctement leurs enfants, de telles tragédies ne se produiraient pas. Le fait que les parents de Yi-yoon ne s'étaient même pas présentés au procès, cela en disait long sur leur caractère. Sans la surveillance de leurs parents, ces enfants ne changeraient jamais. En revenant à l'époque précédant l'incident, Yi-yoon était assise seule lorsqu'un garçon s'est approché d'elle. Il lui a tapé sur l'épaule et lui a demandé d'emprunter son téléphone. Il voulait appeler sa mère. Après avoir terminé l'appel, un regard étrange apparut sur le visage de Yi-yoon. Cela suggérait une relation tendue avec sa propre mère. Peut-être était-ce à ce moment précis qu'une pensée sinistre a pris racine dans l'esprit de Yi-yoon. Après le procès, la mère de Sang-woo s'est approchée du juge Ti-joo, affirmant qu'il avait promis la clémence. Elle a exigé la libération immédiate de son fils. Exaspéré par son attitude impérieuse, Yoon Seok a finalement pris la parole, affirmant que la peine de Sang-woo était déjà clémente. Si elle n'était pas satisfaite, elle pouvait faire appel. Dans ce cas, Yoon Seok reconsidérerait, et potentiellement augmenter la peine. Yoon Seok lui a ensuite parlé de l'idiome. N lettre 187 Ido des stroke lettre 189 tonnes et Tesvu lettre 189 tonnes. Ce qui décrit la douleur déchirante de perdre un enfant. Elle lui a dit de l'endurer. Elle demanda ce que la mère de Sang-woo avait fait pour lui, quand il avait 9 ans. La victime de cette affaire n'avait également que 9 ans. Sa mère avait perdu son fils pour toujours. Tout cela à cause de son fils. Les paroles de Yoon Seok ont profondément affecté la mère de Sang-woo. Tard dans la nuit, de retour à la maison, en regardant la bosse encore sur son sol, elle a finalement compris la douleur. Le crime commis ne pourra jamais être effacé. Le regret était maintenant trop tard. Bien que l'affaire choquante de meurtre et de démembrement ait pris fin, cela ne voulait pas dire que tout était fini. Ces jeunes délinquants s'étaient-ils vraiment repentis de leurs crimes? Récidiveraient-ils pendant leur réhabilitation? Il n'y avait aucune garantie.
Le lendemain, le tribunal a reçu un appel inattendu. En ce qui concerne le centre de détention pour mineurs. Sur le fait que le directeur était soupçonné d'avoir détourné des fonds et abusé des enfants. En recevant cette nouvelle, Yoon Seok est à jour. Je me suis immédiatement rendu au centre de détention pour enquêter. Ils ont interrogé les jeunes filles une par une. Les résultats ont été horrifiants. Chacun d'entre eux avait subi des abus à des niveaux divers. Par exemple, à l'heure des repas, le directeur leur servait des restes de riz, tandis que sa propre fille mangeait des repas fraîchement préparés. Si quelqu'un osait se plaindre, elle jetait leur bol sur le sol en disant « Les gens comme vous n'auriez même pas de riz à manger à la maison, et vous osez être pointilleux. » Ensuite, elle leur refusait complètement de manger. Les filles devraient s'excuser, promettant d'être plus polies et de mendier de la nourriture. Mais elles rétorquaient. Si la jeune fille continuait à pleurer, elle serait encore plus agressée verbalement, avec le réalisateur qui crie. Le directeur ordonnait alors à la fille de monter à l'étage. De plus, ils ont été forcés de travailler comme domestiques dans les maisons des habitants, générer des revenus pour le centre. Toute résistance se heurtait à des passages à tabac brutaux. Une fille avait même subi une fracture et était toujours hospitalisée, bien que ces jeunes délinquants y aient été envoyés pour être réhabilités. Ce traitement était plus qu'excessif. Yoon Suk et Tajo ont immédiatement enquêté les dossiers financiers du centre de détention tout au long de la nuit, trouvant rapidement des preuves du détournement de fonds du directeur. Le lendemain, ils l'ont convoquée pour l'interroger. Cependant, elle a présenté une histoire. Cela contredisait complètement les témoignages des délinquants juvéniles. Elle a affirmé qu'elle s'était occupée d'eux avec diligence tout au long. Mais les filles n'étaient pas satisfaites, exigeaient constamment de fumer des cigarettes pendant les repas. Après avoir refusé cette demande scandaleuse, ils l'ont agressée verbalement et a brisé la vaisselle sur la table. Elle leur a demandé ce qu'ils pensaient faire et s'ils n'appréciaient pas d'avoir de la nourriture. Une fille a rétorqué sarcastiquement. Le directeur les a avertis de ne pas la regarder comme ça. Comme sa patience avait des limites. La fille a alors déclaré qu'elle ne mangerait pas, donnant un coup de pied dans sa chaise alors qu'elle s'éloignait en trombe. Le directeur lui a dit de ne pas manger. Dire qu'elle ne le méritait pas. À ce moment-là, la fille du réalisateur, Kima, il s'est levé et a demandé pourquoi il faisait une telle agitation si tôt le matin. Les autres filles ont imité Kima et ont éclaté de rire. Le directeur, incapable de faire quoi que ce soit, j'ai nettoyé silencieusement le désordre. En ce qui concerne le travail domestique forcé, il y avait apparemment une raison à cela aussi. Lorsque le centre de détention a été créé pour la première fois, il y avait une forte opposition de la part des résidents locaux, qui ne voulaient pas de jeunes délinquants dans leur communauté. Pour apaiser les tensions, le réalisateur a personnellement emmené les filles pour aider aux tâches ménagères dans les maisons des résidents. Elle a également organisé des activités de groupe pour essayer de changer la perception du public. Cependant, les vieilles habitudes ont la vie dure, et les filles ont continué à former des cliques. Intimidation de ceux qui ont montré des remords et essayaient de se réformer. Ils sont même allés jusqu'à casser la jambe d'une fille pour vérifier les affirmations du directeur. Yoon Seok a amené les filles dans son bureau. Et puis j'ai appelé l'hôpital. La vérité a finalement émergé. La gentillesse, semblait-il, ne pouvait pas réformer le mal. Ces jeunes délinquants avaient besoin d'une punition sévère pour instiller une peur profonde de la loi. Plus tard, Yoon Seok a rendu visite à la fille blessée à l'hôpital et a découvert que le directeur avait détourné les fonds, non pas pour un gain personnel, mais pour payer les frais médicaux des filles. Le réalisateur s'était montré trop optimiste sur la capacité des filles à changer. Elle savait que si la vérité éclatait, il s'exposerait à d'autres conséquences juridiques. Elle avait donc secrètement détourné les fonds. La fille a dit qu'après avoir été libérée, elle travaillerait dur pour rembourser l'argent et a supplié Yoon Seok de ne pas fermer le centre de détention. Elle le considérait comme sa maison et le réalisateur comme sa mère. C'est au centre de détention qu'elle a fait ses premières expériences. Le sentiment d'être aimée et pris en charge, d'avoir quelqu'un qui met de la nourriture dans son bol. Elle s'est jurée de vivre une bonne vie, après avoir terminé sa rééducation, et avait un nouvel objectif, rembourser la gentillesse du réalisateur. Réalisant qu'elle avait mal jugé le réalisateur,
Yoon Seok s'est immédiatement rendu au centre de détention pour mineurs cette nuit-là, pour le retrouver dans un état de désarroi. Il semblait qu'une bagarre avait éclaté. De plus, les délinquants juvéniles et le directeur étaient portés disparus. Seule la fille du réalisateur, Kim-ah, est restée. Yoon Seok demanda ce qui s'était passé. Kim-ah a expliqué que sa mère venait d'être emmenée dans une ambulance. Yoon Seok était choqué. Il s'est avéré qu'en apprenant que le centre de détention menaçait d'être fermé, le directeur s'était effondré. Kim-ah, désemparé, croyait les jeunes délinquants étaient responsables de l'état de sa mère. Elle les a même blâmés pour l'absence de son père. Sa mère lui avait dit que son père travaillait à l'étranger et n'a pas pu revenir. Mais c'était un mensonge. Ses parents étaient divorcés depuis longtemps. Sa mère s'est accrochée au centre de détention, à cette institution défaillante, à cause de ses filles délinquantes. Quelques jours avant, la sœur cadette de Kim-ah avait été hospitalisée, avec de graves crampes menstruelles. Pourtant, sa mère n'était pas allée la voir. Nourrir les délinquants avait pris la priorité sur sa propre fille à l'hôpital. Il semblait que sa mère donnait toujours la priorité aux autres, sur ses propres enfants. Yoon Seok s'est alors rendu compte que c'était Kim-ah, pas les délinquants, qui avaient déposé la plainte initiale. Elle avait voulu utiliser la situation, fermer le centre de détention, pour l'amour de sa mère. Heureusement, le réalisateur allait s'en sortir. Mais les délinquants juvéniles avaient saisi l'occasion de s'échapper. Libres de toute contrainte, les graines du mal en eux étaient sur le point de germer une fois de plus. Tout le monde s'est précipité au poste de police le plus proche pour signaler l'évasion, et puis divisez-vous en groupes pour les rechercher. Juste à ce moment-là, l'une des filles évadées les a contactés de manière inattendue. Elle a révélé qu'une autre fille, Young-ja, forcerait les autres à se prostituer. Dans un motel, au milieu de la conversation, Young-ja apparut soudain et attrapa la fille. À la réception de cette nouvelle, l'équipe de Yoon Seok s'est immédiatement mobilisée. Cependant, la fille était maintenant renfermée dans une chambre de motel, avec la garde de Young-ja en bas. La fille a tenté de s'échapper, lorsqu'un homme est entré dans la pièce, et, sans un mot, enchaîné la porte. Elle lui a demandé ce qu'il faisait. Il se retourna, expliquant calmement que trop de filles ont pris l'argent et se sont enfuies. Il a donc dû prendre des précautions. Pendant qu'il prenait une douche, la fille fouilla frénétiquement son sac à la recherche de la clé, seulement pour reculer d'horreur. Le sac ne contenait que des jouets sexuels, pas même un portefeuille. La fille a ensuite essayé de déverrouiller le téléphone de l'homme pour appeler la police. Mais à ce moment-là, la douche s'est arrêtée. L'homme, supposant qu'elle essayait de le tromper, il a commencé à la battre, l'accusant d'essayer de voler son argent. Heureusement, Yoon Seok est arrivé avec la police pour rechercher le motel. Ils ont vérifié chaque pièce une par une. À l'intérieur de la pièce, la fille a brisé une bouteille, menacée de se suicider si l'homme s'approchait, lui dire qu'il irait en prison. Imperturbable, l'homme la nargua, la défiant de le faire. À ce moment-là, une voix appela de l'extérieur. « Police, ouvrez !» La fille a crié à l'aide. Son crime sur le point d'être exposé. L'homme entra dans une colère noire et essaya de l'étrangler. En entendant l'agitation, la police à l'extérieur a enfoncé la porte juste à temps. L'homme a tenté de s'échapper par la fenêtre, mais il a été immédiatement appréhendé. Finalement, toutes les autres filles ont été retrouvées. Mais Young-ja était toujours portée disparue. Après avoir interrogé les filles, la police a appris que Kim-ah, connaissant l'attachement profond de Young-ja à sa mère, il lui avait menti et lui avait dit que sa mère était gravement malade. Yoon Seok est le réalisateur. Je suis allé à l'adresse de la mère de Young-ja, et j'ai rapidement trouvé Young-ja assis sur les escaliers, couvert de sang et visiblement désemparé. Il s'est avéré que Young-ja était effectivement parti pour voir sa mère la nuit précédente. Mais sa mère n'était pas malade. Au lieu de cela, elle avait trouvé un nouveau petit ami, et a montré un dédain ouvert pour Young-ja. Même si elle était sa propre fille. Avoir grandi dans un foyer brisé, avec une mère négligente, les jeunes avaient soif d'amour et enviaient les enfants, avec des parents qui le soutiennent. L'attitude de sa mère l'a poussé à bout, transformer l'amour en haine. Elle frappa frénétiquement à la porte, appelant sa mère. Un homme a ouvert la porte en lui demandant qui elle était. Young-ja essaya de se frayer un chemin à l'intérieur, mais l'homme l'a arrêtée, la traitant de folle. La mère de Young-ja regardait sa fille être agressée par son copain, sans intervenir, même en se détournant. Les enfants blessés ont souvent recours à un comportement autodestructeur.
et sont plus susceptibles de commettre des crimes, ou s'associent à des criminels. En fin de compte, ils deviennent eux-mêmes des délinquants. Au fond d'eux-mêmes, ils savent que leurs actions sont mauvaises. Mais ils continuent d'offenser, espérant qu'ils s'infligent la douleur qu'ils se sont infligée. Blessera également leurs proches. C'était vrai pour les autres filles. Et pour Kima aussi. Leur objectif était simple. Pour attirer l'attention des adultes. Pour reconnaître leur douleur. Et j'espère qu'ils ne seront pas ignorés. Mais leurs appels à l'aide sont restés sans réponse. En réalité, la majorité des actes criminels. Decoulent de circonstances familiales. Tribunaux et centres de détention pour mineurs. N'offraient que du soutien. La principale raison de la délinquance juvénile. C'est un manque d'amour et d'affection. Et ce problème ne sera jamais vraiment résolu. Des parents qui ont vécu toute une vie d'échec sont souvent ceux qui se sentent autorisés. Être absolument autoritaires avec leurs enfants. Par conséquent, certains adultes, tout simplement ne savent pas comment aimer les autres. Yoon-suk espère que le réalisateur va apprendre de cet incident et ne pas attendre jusqu'à sa propre fille. Devient un délinquant juvénile. De regretter ses actes. Le réalisateur s'est rétabli. Et il est rentré chez lui auprès de sa fille. Il l'appela par son nom et lui embrassa les épaules. Dicton. Je suis tellement fatigué, fais-moi un câlin. Sa fille sourit joyeusement. Mais il feignait quand même un peu de bouderie. Le père et la fille s'étaient mis d'accord. Et leur lien s'est renforcé. Entre-temps, de retour au tribunal pour mineurs. Après une discussion pendant leur pause, ils ont décidé de garder. Le centre de détention pour mineurs est ouvert. Cependant, l'incident d'intimidation et le cas de la jeune ne pouvait pas être ignoré. Le lendemain, les jeunes délinquants étaient rassemblés pour entendre leur sentence. Chacun a été envoyé à des établissements pénitentiaires pour mineurs. De plus, cette fois-ci, leurs parents étaient également tenus de suivre une réadaptation éducative. À leur côté, surtout les parents ou tuteurs des jeunes nas. Tout le monde baissait la tête, assis ensemble à l'arrière. Apparemment hontu. Mais ayant-ils honte de leurs enfants, ou honteux de leur propre échec, pour les élever correctement, bien que difficile à discerner, à en juger par leur comportement au tribunal, le concept de honte semblait largement absent. Le jugement a été rendu. Dans le même temps, le juge en chef convoqué, le président du tribunal pour enfants, à son bureau. Récemment, il y avait eu une fuite d'examen, dans un lycée prestigieux. Les étudiants impliqués, ils étaient tous issus de familles d'élite, y compris les enfants d'influents, personnalités politiques et responsables gouvernementaux. Il s'agissait d'une affaire complexe et délicate, impliquant un grand groupe. Le juge en chef a confié, le juge qui préside, avec toute autorité pour s'en occuper. Le juge qui présidait l'audience a accepté ce qui suit. Intention de démissionner après cette affaire. Pour entrer en politique. Il avait longtemps rêvé de la réforme du droit des mineurs. Quelque chose qu'il croyait. Il ne pouvait réussir qu'en tant que législateur. Cette affaire serait sa dernière. Confiant, le juge qui présidait l'audience quitta son bureau. Seulement pour recevoir un appel de la police. Son propre fils était tellement terrifié. Il n'a pas voulu ouvrir la porte. Il s'est avéré que il a été impliqué dans la fuite de l'examen. Se souvenir de sa promesse. Au juge en chef. Le juge qui préside. Je suis rentré chez moi furieux. Heureusement. La police n'était pas là. À propos de la fuite. Mais pour enquêter. Un accident de la circulation récent. Le juge président s'est empressé. Jeter et casser des choses. Il avait explicitement interdit. Sa femme et son fils. De s'impliquer. Sa femme insista. Leur fils n'avait fait que participer. Une fois, puis s'est arrêté. En outre, beaucoup d'autres personnes ont été impliquées. Seul le principal. Je connaissais la liste complète. Avec autant de personnes impliquées. Elle a raisonné. Il ne se passerait sûrement rien. Mais avec l'attention du public. Focalisé sur l'incident. Le juge Kang savait. Ce n'était pas si simple. L'exposition ruinerait l'avenir de son fils. Et sa propre carrière. Il a confronté avec colère son fils. Lui rappeler les avertissements. Et l'interdiction explicite. Pourquoi avait-il désobéi? Il se sentait impuissant. Résigné à ce qui semble être des conséquences inévitables. Sa femme, réalisant maintenant la gravité de la situation, gémissant de désespoir, déplorant d'avoir détruit l'avenir de son mari et de son fils. Le lendemain, nouvelle de la fuite de l'examen.
Faites la une des journaux. Les aspirations politiques du juge Kang ont également été annoncées publiquement. Toutefois, son fils, Shin-woo, ne voulant pas ternir la réputation de son père, j'ai couru au poste de police, prêt à avouer. Tard dans la soirée, après le dîner du juge Kang, avec le député, il a reçu un appel de la police. Shin-woo avait été grièvement blessé dans un accident de la circulation en traversant la rue et était dans un état critique. Regardant son fils inconscient et sa femme en sanglots, le juge Kang a senti un vide écrasant. Il s'est souvenu avoir réprimandé son fils plus tôt, lui dire d'y aller seul et ne pas entraîner les autres avec lui. Sa femme lui reprochait tout. Il s'est avéré que le juge Kang avait constamment comparé Shin-woo à son deuxième fils, le réprimandant pour ses mauvais résultats scolaires, d'être le fils d'un juge qui s'est toujours classé dernier. Une grande honte pour lui. Cette pression constante pesait lourdement sur le tibia. Cherchant désespérément l'approbation de son père, il étudiait assidûment tous les jours. Mais ses notes ne se sont pas améliorées. Sachant qu'il était le fils du juge, l'école l'avait invité de manière proactive pour participer à la fuite de l'examen, ce qui a conduit à sa seule transgression. Submergé par la culpabilité par la suite, Shin-woo se retira. Et n'a pas participé davantage. Au fond de lui, c'était un bon gamin. Le juge Kang avait été complètement inconscient de tout cela. Finalement, il reconnaissait ses propres échecs. Il s'adressa ensuite au député. Se retirer de l'élection, mais a été refusé. Pour les politiciens coréens, de tels incidents étaient monnaie courante, même considérés comme triviales. Se retirer maintenant, cela ne ferait qu'attirer davantage l'attention des médias. L'Assemblée a exigé une résolution rapide. Le juge Kang l'a ensuite rencontré secrètement, avec le procureur en charge de l'affaire de fuite d'examen, lui ordonnant de tout renier. Au tribunal le lendemain, d'abord confus, le procureur a seulement compris quand il a vu le juge Kang présider le procès. Non seulement les étudiants et l'école nient les accusations, mais même les parents se sont disputés. Ces questions d'examen qui fuient, c'était parfaitement normal. Un parent s'est levé et a expliqué. Dans le passé, une étude diligente suffisait pour entrer à l'Université nationale de Séoul. Mais maintenant, simplement aller à l'école, ce n'est pas suffisant. Les parents doivent dépenser des sommes d'argent exorbitantes, embauche d'étudiants au cycle supérieur, en tant que tuteurs, et leurs enfants perdurent d'innombrables examens pratiques et les évaluations. Yoon Se-ok, étonné, on lui demande pourquoi ne pas simplement refuser et laisser les enfants apprendre normalement. Le parent a poursuivi. Expliqué que l'examen d'entrée à l'université est un champ de bataille, et ils ont consenti au plan. Pour le bénéfice de leur enfant, un refus ne signifierait que un autre enfant qui prend leur place dans les classements, même un point ou deux, pourrait faire la différence entre être le premier et être le 10e. Le parent a souligné que ces enfants, je ne recevais pas les réponses parce qu'ils étaient de mauvais élèves, mais parce qu'ils avaient besoin consacrer du temps à d'autres sujets, se préparer à la brutalité, une lutte à mort. C'est l'examen d'entrée à l'université. Personne présente dans la salle d'audience. Nous sommes restés sans voix. Le parent, de plus en plus agité et indigné, exigeait de savoir, à la fin de la procédure, comme leur enfant, j'avais une séance de tutorat à laquelle assister. Il semblait totalement dépourvu de remords. Le juge Kang a rapidement conclu l'audience préliminaire, usé de son autorité, libéré tous les témoins. Yoon Se-ok, perplexe, a remis en question cette décision. Le juge, furieux, l'accusa d'avoir outrepassé ses limites, menaçant de démissionner si elle continuait. Cette réaction a alerté Yoon Se-ok à quelque chose qui ne va pas. Quelques jours plus tard, le procès a repris. Inopinement. Un étudiant a révélé un indice crucial. Il avait entendu le directeur, convoquant le procureur, affirmant que 24 étudiants ont été initialement impliqués dans la fuite, mais leur nombre avait été réduit à 21. 3 personnes sont portées disparues. Il n'avait pas entendu de nom précis. Sans doute, ces 3 étaient des enfants, de personnalités influentes, peut-être même des étudiants très performants. Sur la base des témoignages parentaux précédents, ces étudiants ne cherchaient pas à obtenir des scores plus élevés,
mais plutôt gagner du temps sur le tutorat. Ou peut-être s'étayant-il retiré du schéma à mi-chemin. Suivant cette voie, Yoon Se-ok a identifié 6 élèves. Adéquation aux critères. Parmi eux se trouvait Shin-woo, le fils du juge Kang. Ses soupçons semblaient confirmés. Mais les preuves concrètes restaient insaisissables. Lors du 3e procès, le juge en chef Kang semblait encore plus impatient. Il a immédiatement annoncé que les procédures seraient accélérées. Et toutes les demandes de témoins ont été refusées. Le procureur a fait valoir qu'il n'y avait aucune raison justifiable. Refuser des témoins cruciaux. Mais le juge en chef Kang est resté ferme dans son déni. Finalement, Yoon Se-ok n'en pouvait plus et a déclaré une pause. Même en déclarant que, parce que le juge en chef n'a pas suivi la procédure appropriée, 1 heure a été nécessaire pour se regrouper. Cela a surpris tout le monde. Par la suite, elle a été réprimandée par le juge en chef Kang pour avoir outrepassé son autorité. Voyant cela, Yoon Suk Resolument Devoil. L'implication de Shin-woo, juge en chef Kang. De toute évidence, il a touché une corde sensible. Il a crié haut et fort qu'il n'y avait aucune preuve. Il l'a menacé. Dire si elle s'appuyait uniquement sur la spéculation et la conjecture. Il utiliserait tous les moyens pour se venger. Les 2 hommes se séparèrent alors dans la discorde. De manière inattendue, le lendemain, Yoon Se-ok a signalé l'incident au juge qui préside. Le juge en chef Kang a essayé de trouver des excuses. Mais Yoon Se-ok avait apporté des preuves. Il s'est avéré qu'elle avait rendu visite à Shin-woo, qui venait de reprendre conscience. Ce jour-là, le garçon avait l'intention de se rendre. Mais soudain, j'ai senti que cela aurait un impact négatif sur son père. Ce qui l'a amené à prendre une décision aussi stupide. Il pensait que s'il mourait, tout serait fini. Yoon Se-ok l'a convaincu que tout le monde se trompe. Mais l'important, c'est prendre des mesures correctives par la suite. Ces mots ont profondément touché Shin-woo, et il a fini par tout avouer. Yoon Se-ok a présenté les preuves avant tout le monde, laissant le juge en chef Kang sans voix. Le juge qui présidait lui donna un jour pour faire ses valises et démissionner. Cependant, cela ne signifie pas nécessairement. Le juge en chef Kang était une mauvaise personne. Son objectif était d'entrer en politique et réformer le droit des mineurs. Il voulait utiliser une mauvaise méthode pour parvenir à un résultat juste. C'est un exemple classique d'utilitarisme. L'utilitarisme a-t-il raison ou tort? Doit être déterminé en l'opposant à l'idéalisme. Le résultat de l'idéalisme, dans ce cas, était en train de forcer une personnalité potentiellement influente dans le système judiciaire pour démissionner, attirer le public, douter de la crédibilité de la Cour, et apporter une organisation stable à l'arrêt. Si tout le monde devait être parfait, sans un seul défaut ou une seule erreur. Ensuite, tout le monde s'examiner eux-mêmes. En fin de compte, dans une telle société, chacun ne vivrait que pour lui-même. Et personne n'oserait pour parler en faveur de la justice. Mais la justice prévaudra toujours. Parce que dans n'importe quel système, de bonnes personnes et des gens capables, nécessité de travailler ensemble pour obtenir de meilleurs résultats. Actuellement, une personne capable, comme le juge en chef Kang, a dû confier la tâche de la réforme juridique à une bonne personne comme Yoon Se-ok. Alors que le dernier procès se déroulait, il s'éclipsa tranquillement. Seul le juge Ta-joo était là pour le voir partir, et il a produit une photographie. Il s'est avéré que lui aussi avait déjà été un délinquant juvénile, l'un des nombreux qui avait reçu l'aide du juge en chef Kang. Il a commencé à raconter son premier jour de travail. Le juge en chef a admis, il l'avait reconnu dès leur première rencontre, et a exprimé sa profonde gratitude pour Ta-joo devenir une bonne personne. À ce moment-là, le juge Ta-joo s'est penché et a noué les lacets du juge en chef Kang. Tout comme le juge en chef avait fait pour lui lorsqu'il était un jeune délinquant. Il n'oubliera jamais le comportement du juge en chef. À cette époque, semblant toujours se souvenir, sa gentillesse et son soutien. Les deux se sont dit au revoir. Enfin, avec émotion, le juge en chef lui rappela à toujours suivre le chemin de la justice et ne pas faire les mêmes erreurs qu'il a eues. Puis il est parti. Le juge Ta-joo s'inclina une dernière fois au juge en chef Kang, montrant son respect et sa révérence. Juge en chef Kang, j'ai laissé une lettre pour Yoon Se-ok.
Dans ce livre, il a écrit que il ne la détestait pas vraiment. Je ne ressentais que parfois de la colère. Il a reconnu que les paroles de Yoon Se-ok n'étaient pas fausses. Et ses actions encore moins. Il espérait qu'elle continuerait. Pour être un bon juge. Et poursuivre son œuvre inachevée. Réformer le droit des mineurs à l'avenir. Le résultat, a-t-il écrit, c'était face au destin. Tout comme le courant. Système de justice pour mineurs. En Corée du Sud. Personne ne pouvait offrir une solution parfaite. Mais d'ici là, clémence en vertu de la loi serait équivalent pour tolérer le crime. Parce que le comportement des mineurs est facilement influençable par des facteurs externes. Ils sont comme des flaques d'eau polluées. Incapables de se purifier. Si la société ne peut pas les punir, alors la loi doit, et Yoon Se-ok serait le juge, d'utiliser la loi pour faire exactement cela.